Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Voici le sommaire de ce journal. À Marseille, la signature d'un important partenariat entre la Fondation Prince Albert II de Monaco et plusieurs autres fondations européennes. Nous l'évoquions hier avec le vice-président de la FPA2. La principauté maintient son leadership en matière de protection de la biodiversité au Congrès mondial sur la nature de l'UICN. La chef de l'Elsa, le restaurant du Monte Carlo Beach, s'apprête à proposer un dîner à 4 mains avec la chef italienne Antonia Klugman jeudi lors du Festival des Étoilés Monte Carlo. Manon Fleury, dont la cuisine se veut responsable écologiquement parlant, sera notre première invitée. Et après nous avoir mis l'eau à la bouche, et alors que les vacances ont été très profitables pour certains car propices au grand repas, la diététicienne Marine Grisoul sera notre deuxième invitée. Elle nous prodiguera de précieux conseils pour reprendre de bonnes habitudes à la faveur de la rentrée. Enfin, c'est aujourd'hui qu'a débuté la Classic Week, la 15e du nom. Jusqu'à samedi, il sera possible d'apercevoir dans le port de Monaco des embarcations de tradition, des voiliers d'époque, des motor-yachts classiques et des canots automobiles anciens. Samedi se refermera donc à Marseille le congrès 2021 sur la nature de l'UICN. Pendant plus d'une semaine, il a été question des moyens de préserver la biodiversité de la planète. Monaco a toujours fait figure de pays moteur dans ce combat et la Fondation Prince Albert II soutient de longue date maintenant les initiatives destinées notamment à protéger les espèces menacées. Hier, un partenariat a été signé entre la FPA2 et d'autres fondations européennes. Le reportage à Marseille de Frédéric Elion et Olivier Bonello. L'eau douce est un des principaux enjeux du XXIe siècle. La Fondation Prince Albert II de Monaco s'est toujours énormément impliquée pour promouvoir des projets de terrain en Méditerranée et restaurer, conserver tous les écosystèmes d'eau douce de la région. Que ce soit des lacs, rivières, marais ou encore des tourbières. Mardi, la Fondation Prince Albert II a signé un partenariat à Marseille dans le cadre du Congrès mondial de la nature de l'UICN. On est très heureux de pouvoir annoncer déjà un programme multi-annuel, un programme sur 3 ans, 4 millions d'euros impliqués par les trois fondations. Et donc très concrètement, où va-t-on agir, où va-t-on intervenir? Les Balkans et l'Afrique du Nord. C'est vraiment deux zones ciblées par nos partenaires et nous-mêmes pour débuter ce programme assez ambitieux. Comment ça fonctionne? Eh bien, dès la fin du mois de septembre, pour un mois et demi, un appel à projet sera ouvert sur le site de la Fondation Prince Albert II de Monaco, mais également sur les sites des fondations partenaires, afin, dès janvier 2022, de pouvoir nous engager, de pouvoir conventionner les premiers projets. Un accord tripartite donc, puisque la Fondation Prince Albert II s'associe à 2 fondations européennes pour ses projets, la Fondation MAVA et la Jensen Charity Foundation. Nous avons une particularité à la Fondation MAVA, c'est qu'on s'arrête l'année prochaine. C'est une des raisons qu'on investit dans ce genre de partenariat, on alimente, en espérant que d'autres le rejoignent. Comme ça, il y a le financement qui va perdurer dans le temps, même après nous. Well, we're looking very much forward to this partnership. This is the first time we form part of an initiative like this, and we really believe that this is the best way to achieve high impact on the ground. And we think it's very important that Prince Albert Foundation is part of it because it gives it a professional setup and they'll be able to help attract the best partners and best projects on the ground. Présent lors de cette signature, le Prince Albert II a ensuite prononcé un discours lors de la session plénière de clôture de la journée. Le Prince Albert II participait au congrès sur la nature à Marseille avant de s'envoler pour l'Allemagne où il va effectuer un déplacement de 2 jours à Kiel. Et il a tenu à être rassurant sur l'état de santé de la princesse Charlène qui a été victime d'un malaise la semaine dernière en Afrique du Sud alors qu'elle souffre depuis plusieurs mois d'une infection ORL. Ce malaise en était vraiment très bénin. Je pense que ça a été largement mis hors de proportion par les médias parce que c'était un malaise vagal qui a bien sûr, il y a eu des personnes qui ont vu des ambulances arriver et tout cela, mais c'était absolument tout à fait bénin. Elle va bien, elle a encore des rendez-vous médicaux en Afrique du Sud, donc elle n'est pas tout à fait certaine de pouvoir rentrer dans les médias, donc c'est pour ça qu'il y a des échéances qui sont
qu'on va peut-être revoir. Et j'espère qu'elle pourra rentrer beaucoup plus tôt que la fin septembre, mais nous pourrons voir ça dans les jours à venir. Concernant vos enfants et leur rentrée scolaire, comment ça s'est passé? Écoutez, ça s'est très bien passé. Vous avez dû voir les images. Ils ont eu de très belles vacances, mais je crois qu'ils avaient envie aussi de retrouver leurs petits camarades et puis de commencer une nouvelle aventure scolaire cette année. Le prince Albert II répondait à Fabien Bonilla. Dans les autres grands titres de l'actualité, l'hommage aux 2 sapeurs-pompiers décédés tragiquement la semaine dernière à Puget-Théniers. Une messe en leur mémoire a eu lieu ce matin à la cathédrale. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, effectivement, beaucoup d'émotions ce matin sur le Rocher lors de l'hommage religieux qui s'est tenu à la cathédrale de Monaco. Une messe pour rendre hommage aux 2 sapeurs-pompiers du corps de la principauté décédés tragiquement dans un accident de la route à Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes. Un office qui a été célébré par le vicaire général du diocèse, Monseigneur Guillaume Paris, l'archevêque de Monaco étant en déplacement à Rome en visite auprès du pape. Le Best Researcher Award a été décerné à une chercheuse du Centre scientifique de Monaco. Oui, cette prestigieuse récompense a été attribuée à la docteure Doria Filipponi pour ses travaux, notamment dans le domaine de la rechute tumorale au CSM. Ce prix international de recherche en oncologie et en recherche sur le cancer est décerné à des chercheurs et à des organismes de recherche du monde entier. Une manière honorifique de reconnaître leur travail dans leur domaine d'expertise. Au cours de ces dernières années, Dr Doria Filipponi a montré son expertise lors de ses travaux qui ont conduit à un changement dans le domaine de la résistance thérapeutique et de la rechute tumorale. Mais ils ont surtout permis de proposer des thérapies novatrices lors des rechutes. Une information pratique à présent. Oui, à noter que le bureau de poste du boulevard des Moulins sera fermé du mardi 14 septembre au mercredi 15 septembre inclus. En effet, le bureau entame des travaux techniques et informatiques. Durant la durée de ces travaux, les objets habituellement mis en instance dans ce bureau seront retirés au bureau de poste du Grimaldi Forum. Celui-ci sera ouvert durant ces 2 jours de 8 h à 19 h. Par ailleurs, toutes les opérations postales pourront être effectuées dans les 5 autres agences de la Principauté. Le bureau de poste des Moulins rouvrira ses portes le jeudi 16 septembre à 8 h. Elle a pris les rênes des cuisines de l'Elsa, le restaurant étoilé du Monte Carlo Beach, un peu avant l'été. C'est l'heure des premiers bilans pour la chef Manon Fleury. Sa cuisine axée autour d'un travail responsable vis-à-vis de l'environnement s'inscrit dans une démarche vertueuse que la clientèle a pu apprécier. Et elle s'apprête demain à prendre part au Festival des étoilés de Monte Carlo. Bonsoir Manon Fleury. Bonsoir. La saison estivale touche à sa fin, votre première saison estivale au Monte Carlo Beach. Quel bilan personnel et professionnel en tirez-vous? Le bilan pour moi de cette saison au Monte Carlo Beach, c'est déjà avoir eu la chance de pouvoir faire à manger au Monégasque et puis après découvrir une clientèle très variée qui est venue tout cet été au Elsa. Et puis voilà, être dans cette place gastronomique qui est Monaco, c'est une chance incroyable. On vous a laissé carte blanche dans les cuisines de l'Elsa, mais quel accueil la clientèle vous a-t-elle réservé? Alors c'est une carte qui se base pour partie sur une cuisine responsable écologiquement. Cela peut être déstabilisant? Oui, cela peut être déstabilisant, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est dans le goût du jour. Ce n'est pas non plus une mode, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que les chefs aient un engagement et transmettent cela par l'assiette, puisqu'on utilise de la matière première. Donc pour moi, c'est quelque chose qui relève du sens commun. Et ça a été plutôt facile, puisqu'il y a eu beaucoup de communication aux clients, de pédagogie faite aux clients pour faire part de notre philosophie. Mais vous avez senti de la curiosité de la part de la clientèle? Aujourd'hui, les gens ont envie qu'on porte des valeurs dans ce qu'on fait à manger, dans la cuisine qu'on propose. Et puis, je pense qu'il y a une clientèle au fur et à mesure qui s'est aussi affinée parce qu'elle avait conscience de ce qu'on faisait. Donc, on a attiré une clientèle qui finalement peut-être nous ressemblait.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes de plus en plus suivi dans cette démarche? Alors là, je parle plutôt dans votre profession. Hein. Dans ma profession, oui, je pense qu'en tout cas, la jeune génération prend conscience qu'il faut mettre en avant ces valeurs écologiques dans la cuisine au quotidien. Donc oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience et que ça évolue énormément. Pour parvenir à combiner saveur, plaisir de cuisiner, créativité aussi, et des recettes que l'on pourrait donc qualifier de durables, quels sont vos produits de prédilection ? Déjà, on a une cuisine très végétale. Aujourd'hui, on a très peu de viande à la carte du Elsa, c'est aussi un choix. Et puis aussi, on utilise beaucoup de fruits. Ça fait partie de la base du terroir méditerranéen, donc on s'est vraiment amusé avec ces produits-là. Entre eux, là aujourd'hui, en ce moment, on a les figues, on a toujours les feuilles de figuier, qui sont voilà, notre petit produit chouchou. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de poissons local de saison. Là, en ce moment, on a du maquereau par exemple qui est un produit typique méditerranéen qui n'est pas forcément un poisson noble à la base mais qu'on essaie de mettre en avant et de cuisiner de manière à ce qu'on puisse le servir au Elsa de la plus noble des manières. Vous allez être associé demain jeudi à la chef italienne Antonia Klugman lors d'une nouvelle soirée du Festival des Étoilés Monte-Carlo. Vous êtes séduite par cette formule de cuisine à 4 mains? C'est toujours une chance que de pouvoir se rencontrer entre chefs, de pouvoir échanger. Et encore davantage quand il s'agit d'une femme et de Antonia Klugman qui est une grande chef italienne. Donc quel honneur de pouvoir la recevoir ici à Monaco. Donc merci aussi à la SBM de pouvoir nous permettre ça, de pouvoir nous permettre de nous exprimer. Et je pense que ça a été assez rare de se faire rencontrer une chef française et une chef italienne. Aujourd'hui, je pense que la sensibilité d'Antonia converge avec la mienne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à Antonia Klugman. Et aussi, je pense qu'il y a un message derrière tout ça, c'est le fait de montrer de plus en plus de femmes dans les cuisines. Il y en a encore très peu, donc pour moi, c'est aussi pour faire part de ce message-là. Et en conclusion, qu'allez-vous préparer à 4 mains en cuisine ? On va préparer un menu qui nous ressemble, qui ressemble aussi à la saison. Et puis nous, on a essayé de notre part de faire un petit pas vers l'Italie aussi, de faire des choses qui ont une résonance un peu italienne parce qu'on est vraiment très proche de l'Italie. Donc voilà, on va avoir des plats qui se répondent autour des produits du moment, la tomate, comme je vous disais, la figue, la courgette, la fleur de courgette, tous ces produits qu'on a encore, qui sont enfin vraiment typiques de la fin d'été. Manon Fleury, merci pour cette mise en bouche. Et je rappelle donc que vous participez jeudi au restaurant Elsa, au Festival des Étoilés Monte-Carlo, cette formule qui propose des duos de chefs étoilés. Merci beaucoup. Et apprécier la cuisine de grands chefs étoilés n'empêche pas de faire tout de même attention à équilibrer ses repas. La période des vacances s'accompagnant souvent de ce que l'on pourrait qualifier de petits ou grands débordements, nous avons souhaité en cette rentrée faire appel à une diététicienne pour nous prodiguer des conseils afin de reprendre de bonnes habitudes. Bonsoir Marine Grisoul. Bonsoir Patricia. On dit que l'été est propice au régime car la nourriture est peut-être moins généreuse, moins riche, mais il n'en reste pas moins que c'est une période de vacances. Et qui dit vacances dit souvent excès. La rentrée, en revanche, s'accompagne toujours de bonnes résolutions. C'est donc le bon moment, un peu comme le début du mois de janvier, pour se lancer dans une reprise en main. Exactement, je pense qu'on a tous profité de l'été, on a tous profité des bons restaurants à l'étranger ou en principauté. Donc c'est vrai qu'il est temps un peu de reprendre une alimentation équilibrée. Que conseillez-vous aux personnes qui viennent vous consulter? Alors bien évidemment, cela diffère selon les profils et les besoins. Tout d'abord, en règle générale, il faut avoir une activité régulière de sport, donc environ 30 minutes d'activité en moyenne dans la journée. Donc ça peut être au quotidien, monter les marches, ne pas prendre l'ascenseur. C'est sûr qu'à Monaco, vous avez le choix, donc on peut avoir une activité régulière au sein de la principauté. Ensuite, en termes d'équilibre alimentaire, surtout ne pas sauter de repas, ça c'est très important, et manger de tout en petite quantité. Oui, on parle beaucoup en ce moment des périodes de jeûne, donc ce n'est pas vraiment recommandé. Hein.
Alors c'est vrai que les jeunes sont plutôt à la mode en ce moment. Alors personnellement, en tant que diététicienne, je ne suis pas spécialement pour le jeûne. Il y a le jeûne intermittent qui existe, mais c'est vrai qu'il peut être mis en place après une consultation diététique parce que c'est vraiment un suivi personnalisé. Donc je déconseille le jeûne pour des conseils généraux comme je peux vous faire aujourd'hui à la télévision. On sait que les régimes appellent souvent des périodes de forte reprise, c'est le fameux yo-yo. Comment lutter contre cela? Quelle est la meilleure stratégie? La meilleure stratégie, c'est de ne pas faire un régime très strict. C'est plutôt d'aller s'orienter sur des modes de cuisson qui sont sains, comme vapeur, grillé, à l'étouffer, et éviter tout ce qui est rajout de matières grasses, comme les plats en sauce, ou autrement l'ajout de beurre ou d'huile de façon excessive. Il faut en fait limiter l'ajout de matières grasses parce que ça va augmenter la densité calorique des aliments. Mais la clé de la réussite, elle est multiple, c'est donc utiliser de bons produits, apprendre peut-être aussi à cuisiner quelque part et faut-il se priver un petit peu? Réellement, les modes de cuisson, c'est très important parce que si vous voulez, au niveau calorique, pas de nutriments, de calories, mais une cuillère à soupe d'huile, ça équivaut en calories à 100 grammes de poisson. Donc vraiment, les modes de cuisson et l'intérêt de cuisiner, c'est très important et de ne pas prendre des produits industriels. Ensuite, c'est sûr que la quantité de nutriments comme les glucides complexes, les glucides simples comme le sucre, va augmenter la densité calorique. Donc éviter tout ce qui est très sucré, prendre plutôt des aliments qui sont des aliments complets, ça va permettre d'équilibrer la glycémie et donner l'énergie au long terme et avoir un mode de cuisson sain. Alors, est-ce que l'on peut avoir quelques exemples de plats ou de repas pour un déjeuner, un dîner et le petit déjeuner, donc à ne pas oublier, qui peuvent s'avérer pertinents dans le début d'une reprise en main? Alors le petit déjeuner, comme j'ai expliqué, prendre plutôt du pain complet, ça va permettre un indice glycémique qui sera plus bas, donc du coup vous allez moins stocker. Avec un peu de beurre et de la confiture, il n'y a aucun problème. Un café ou un thé sans sucre, avec un jus d'orange ou plutôt un fruit cru, ce qui peut apporter des fibres. Ensuite, par exemple, si on prend un déjeuner, vous pouvez vous faire une petite assiette de crudité, par exemple un concombre et tzatziki, avec en plat d'autres saumon fumé avec un tian de légumes. Et un yaourt nature ou avec de la compote rajoutée et un fruit cru ou autrement une compote sans sucre. Oui, donc ce n'est pas vraiment restrictif, il faut quand même se faire plaisir. C'est ça. En tant que diététicienne, hormis les bons conseils que vous prodiguez, vous êtes aussi une coach, une psy, un repère, parce que c'est difficile de maigrir seul. C'est sûr, l'alimentation, c'est très affectif. On ne mange pas pour rien. L'acte alimentaire, il faut qu'ils soient en pleine conscience et ça, c'est vraiment très important. Alors au CHPG, je ne suis pas seule, hein, on est entouré de psychologues également et c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et c'est très important de travailler tous en groupe. On a parlé plutôt des grands, mais pour les enfants, quelles sont vos recommandations à la faveur de la rentrée ? C'est sûr qu'ils ont une appétence pour le sucre, donc essayer de limiter et peut-être les orienter sur des produits justement peu industriels. Essayer de les mettre à la cuisine, leur expliquer l'importance des nutriments et éviter les goûters qui sont trop sucrés ou industriels. Et les régimes en général que l'on présente comme des recettes miracles, hein, ils sont très nombreux. En général, ce sont plutôt des petits pièges, des traquenards. Il n'y a pas de clé miracle. C'est une addition entre sport et équilibre dans l'assiette. Et surtout chez les enfants, leur apprendre à pratiquer une activité sportive, sortir et se dépenser, c'est très important. Et plus tard, ils vont pouvoir le mettre en place dans leur vie quotidienne en tant qu'adultes. Des bons réflexes à adopter. Marine Grisoul, merci pour ces précieux conseils de rentrée. Avec plaisir. Au revoir Patricia. Un art de vivre, la tradition à voile et à moteur. La Monaco Classic Week a débuté aujourd'hui. Un village d'exposants attend le grand public au Yacht Club de Monaco. Et le spectacle, bien sûr, sera également sur l'eau. Nous allons suivre cette 15e édition tout au long de la semaine. Mais en avant-goût, je vous propose d'écouter Sir Robin Knox-Johnston, président du jury, qui va être amené à départager les plus belles embarcations présentes. Il est au micro de Frédéric Elion. It's not often you get such a wonderful collection of classic boats, and they're here not just
the design, which is so beautiful. It's a different age, a lot of them. But also the enthusiasm of all the owners and the crews particularly, who've done so much work to bring them here, and they look just beautiful. I have to tell you, judging these boats is extremely difficult. At the end of the day, it's a committee decision, and we all have our own views, inevitably. If you have 8 people on a committee, you've got 64 views, and we'll work it out from there. But we sit round a table until we come to a conclusion. We've got some historians, we've got people who've experienced with boat yards, people who've sailed and owned the boats. So there's a cross-section of knowledge. We're looking to see what state the boat's in. Has it been restored? Is it original? How well has it been kept? The upkeep is very important. What's the mast, the rigging, the gréement like? Well, we've got a cross-section. We're going back 140 years nearly in some of the boats, and some more recent ones. But we've got this wonderful cross-section of boats. And of course, the only way to keep an old boat is to use it. And the Monaco Classic Week gives everyone a chance to bring their boats here and use them. La Classic Week sur laquelle nous reviendrons demain avec l'arrivée, l'amérissage attendu en début de matinée dans le port d'un hydravion en provenance de Côme. Nous retrouvons Christinda Thomel, 40 voitures, 3 pays, un seul but, promouvoir la mobilité électrique. Le Riviera Electric Challenge approche. Oui, et une nouveauté cette année pour ce rallye écologique né en 2015 de l'initiative de la mairie de Cagnes-sur-Mer et de l'association MC2D. Le Riviera Electric Challenge se déroulera entre le 14 et le 16 septembre entre Cagnes-sur-Mer et Monaco avec une étape à Dolce Acqua en Italie. La 7e édition sera cependant quelque peu différente. En cause, le contexte sanitaire qui ne permettait pas avant l'été d'organiser une manifestation automobile sur 3 pays. Vous le savez, le rallye a toujours célébré son arrivée sur le parvis du Grimaldi Forum dans le cadre du salon Ever. Et bien cette fois, Patricia, les participants arriveront devant le musée océanographique. Ce sera donc la première fois que le rallye se déroulera en dehors de l'exposition Ever Monaco ayant déjà eu lieu au mois de mai dernier. Le 9 octobre prochain aura lieu une journée commémorative, hommage à l'impératrice Eugénie et au prince Albert Ier. Effectivement, Patricia, pour rappel, dès le début du Second Empire, les Grimaldi tissent des liens avec l'impératrice Eugénie. Le traité franco-monégasque de 1861 assure les bases d'un nouveau développement économique de la principauté et les relations, en particulier épistolaires, se maintiennent malgré la chute de l'Empire. Après la mort de son époux et de son fils, Eugénie, exilée en Angleterre, prend l'habitude de passer l'hiver sur la Riviera française. L'ancienne impératrice fait construire en 1892 la villa Cyrnos au Cap-Martin et noue une amitié très forte avec le prince Albert Ier. Alors, pour en savoir plus sur ce parcours de vie, des conférences seront données le samedi 9 octobre à partir de 15 h à la salle Garnier. Cœur de rocker, Mélissa, métisse d'Ibiza, cela nous fait immanquablement penser, Christinda, à un célèbre chanteur français. Eh bien, je pense bien sûr à Julien Clerc. Après la tournée des 50 ans et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour en principauté. Le chanteur à la voix de velours donnera un concert ce samedi à 20 h 30 au Grimaldi Forum. Alors dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Les prévisions météo enfin, les nuages sont de retour, mais doit-on s'attendre à de la pluie demain jeudi ? Eh bien non, Patricia, pas besoin de parapluie. Le temps sera couvert jeudi, mais aucune averse n'est prévue et nous n'allons pas nous en plaindre. Quelques éclaircies par-ci par-là, mais elles disparaîtront très vite. Un ciel capricieux donc pour cette journée de jeudi, avec des températures comprises entre 19 et 26 degrés. L'eau de mer sera quant à elle à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 7 h et se couchera à 19 h 54. Demain, nous fêterons les Halins. Et pour se quitter, la série de photos du jour, elles sont consacrées au SS Delphine, qui est souvent à quai à Monaco et que l'on reconnaît grâce à sa grande cheminée jaune. Il est l'une des attractions de la Classic Week. Les clichés sont signés Manuel Vitali. Demain à 19 h, vous retrouverez Christophe Paco. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.